Bonjour, chères auditrices, bonjour, chers auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise. Nous vous sommes très reconnaissants de vous être branchés très nombreux sur la Voix de la démocratie congolaise. Démocratie sociale et développement. Démocratie sociale et développement est une émission de la Voix de la démocratie congolaise animée par votre serviteur de tout le temps, donc Kayembe, depuis New York City. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous recevons un animal politique qui a été érodé depuis son jeune âge à Kinshasa. Aujourd'hui, il est au four et au moulin pour chercher à trouver une solution durable à la situation macabre qui fait couler beaucoup de salive et d'encre, c'est-à-dire la guerre et l'injustice due au peuple congolais. Ainsi donc, chers auditeurs, nous allons nous pencher sur deux questions majeures. La première étant, faut-il, oui ou non, aller aux élections, puisque c'est de quoi nous parlons aujourd'hui et il y a trop de tractations à Kinshasa pour cette même question. Ensuite, nous parlerons ou nous tenterons à demander à notre invité de répondre à la question: peut-on parler de la lutte pour la conquête du pouvoir ou la lutte d'émancipation du peuple congolais? Puisque ici, il y en a qui se battent pour prendre le pouvoir, est-ce que le peuple est mûr et le peuple a le droit vraiment de jouir cette liberté? Ainsi donc, bonjour Monsieur Chioyo. Bonjour Essendom. Monsieur Chioyo, nous voulons que nos auditeurs sachent qui vous êtes. Disons que vous êtes président du Rassemblement pour l'alternative politique en République démocratique du Congo, en abrégé REP. Et c'est un mouvement politico-militaire. Nous disons ensuite que vous êtes un ancien président de la société civile de Kinshasa. Ensuite, nous disons que vous êtes un ancien membre du bureau exécutif de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Aussi, nous disons que vous étiez deuxième secrétaire rapporteur de la délégation de l'Union sacrée aux concertations politiques du Palais du Peuple à Kinshasa. Et enfin, nous disons que vous êtes ancien jeune turc de l'opposition. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à ceci, monsieur Chioyo? Je crois que vous avez brossé mon parcours politique. Sauf que si vous avez d'autres questions me concernant personnellement et vous pensez que je pourrais y répondre, je me soumettrai à cet exercice. Ok, alors, monsieur Chioyo, est-ce que nos auditeurs peuvent savoir un peu de votre carrière académique et de la vie sociale, s'il vous plaît? Oui, j'ai un bac plus 5 dans deux domaines tout à fait différents, le politique et les lettres africaines. Je continue certainement que je suis en train de préparer un PhD, mais en lettres africaines certainement. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne mes études. Et puis, je suis père de famille, je suis marié. Voilà. Ok, je pense que cela suffit pour que nos amis puissent savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Monsieur Chioyo, nous apprenons que vous êtes président du Rassemblement pour l'alternative politique en République démocratique du Congo. Et aussi, ce mouvement est dit mouvement politico-militaire. Qu'en est-il au juste? Mais écoute, comme vous l'avez dit, il y a deux volets. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect militaire. Ça dit tout. C'est-à-dire que nous avons quitté le monde de la non-violence pour embrasser celui de la violence. Nous avons de raisons, parce que ça fait longtemps que nous sommes restés dans la non-violence. On ne se trompe pas certainement d'adversaire.
alors que le vrai adversaire, lui, il nous impose un autre genre de combat. En fait, son combat est basé sur la violence. Alors on s'est dit, faut-il rester éternellement dans la non-violence ou évoluer? Alors, nous nous sommes retrouvés ensemble. Le nôtre, c'est qui ont, comment je pourrais dire, donné naissance à ce mouvement qui au départ est parti de Brazzaville, où nous nous sommes retrouvés en exil, avant de nous retrouver effectivement où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons décidé de mettre en place une structure politique que nous n'appelons pas parti politique, nous disons un mouvement politico-militaire. Il y a un aspect militaire, ouais, écoute, c'est vérifiable, parce que nous avons des militaires aussi qui sont sur le terrain. Voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si je rencontre votre curiosité ou celle de vos auditeurs ou de nos auditrices qui sont en train de nous suivre ce soir. Ok, je pense que c'est clair à ce sujet, M. Chiyoyo, mais pourquoi avez-vous opté pour la violence? Puisque vous savez, quand on parle de la violence, le sang coulera et le sang a déjà coulé et les Congolais pensent qu'ils en ont assez avec cette violence. Non, si je dois vous prendre au mot, lorsque vous dites que le sang a coulé, j'aimerais savoir comment ce sang a coulé. Est-ce que les Congolais sont allés se battre, ou ils se battent, ou les Congolais sont des victimes? C'est-à-dire, ceux qui nous imposent une guerre, je mets une guerre entre guillemets, parce que quand on parle d'une guerre, il faut qu'il y ait deux parties qui sont en conflit et qui s'affrontent. En ce qui concerne le Congo, nous, au RAP, nous sommes toujours posé la question, mais quand il parle la guerre, de guerre, mais cette guerre-là, quelle est la partie adverse? On sait ce qu'on sait. Tout le monde le sait, et personne ne s'était là-dessus, ce qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale, le sait, que notre pays est envahi par des armées étrangères. Mais en contrepartie, l'armée congolaise ne combat pas ces armées étrangères. Il n'y a pas très longtemps, nous avons appris qu'ils sont en train de poursuivre des Hutus. Est-ce que ce sont les Hutus qui nous ont attaqués? On ne comprend pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est quel genre de guerre qu'on nous impose? Mais déjà, il y a 6 millions de morts. 6 millions de morts. Et ces Congolais qui sont morts, ils ne sont pas morts au front. Ils ne sont pas morts armes à la main. La plupart sont morts des balles perdues. La plupart sont morts des balles tirées par des armées étrangères, particulièrement les armées du Rwanda et celles de l'Ouganda. Et les autres sont morts des maladies et ils meurent de malnutrition. Donc, on se demande en ce qui nous concerne, on parle de guerre au Congo, mais les Congolais se battent contre qui? On connaît les adversaires, mais si les Congolais se battaient, notre armée serait déjà en train de se battre. Mais on ne sait pas, ils se battent contre qui? Mais on sait qui nous attaque. Donc, les 6 millions de morts, ceux qui sont morts, le nôtre qui sont morts, sont des victimes. D'ailleurs, pour lesquelles personne ne s'en préoccupe. C'est la raison pour laquelle nous disons, je crois en ce qui nous concerne, le temps est venu pour que nous, les Congolais, maintenant, de faire notre guerre, de récupérer notre pays, de cesser de mourir en train de fuir la guerre qui nous est imposée, de cesser de mourir de malnutrition ou affamés à cause de cette guerre que les autres nous imposent. Alors il faut les affronter. Pour les affronter, il faudra qu'on commence par définir qui est le véritable adversaire qui nous attaque, comment il opère et comment y répondre. C'est la raison pour laquelle nous disons à ce que nous autres, la fameuse guerre dite de l'AFDEL, elle n'a pas été une guerre congolaise. Voilà, Monsieur Chiyoyo, c'est vraiment par là où je voulais commencer.
quand vous dites que les Congolais ne se sont jamais battus, alors parlons de la genèse de ce conflit, là où la guerre a commencé. En 1996, c'est-à-dire que Kabila, père, est venu dans sa mallette avec tout cela que nous connaissons. Et ceci, c'était une guerre d'un Congolais à la tête qui se battait contre les phases. Est-ce que vous ne dites pas que c'était des Congolais qui étaient en guerre contre le régime dictatorial? Quand vous dites Kabila est venu dans sa mallette, Kabila n'avait pas de mallette, c'est lui qui était plutôt dans la mallette des autres. Faisons la part des choses. Écrivons l'histoire, c'est notre histoire. Il ne faut pas que laisser les autres puissent l'écrire à notre place. Kabila n'est pas venu, il n'avait pas une mallette dans laquelle le Rwandais et les Ougandais, c'est lui qui les amenait, non. Il accompagnait le Rwandais et les Ougandais. Les Rwandais aussi et les Ougandais, les Rwandais aussi et les Ougandais, sont plutôt des bras armés. Par qui? Par ceux qui ont préparé l'après-Mobutu. Qui sont-ils? Je vais prendre l'ancien ambassadeur des États-Unis d'Amérique, je ne me rappelle plus de son nom, dans une interview qu'il accorde. Il vient d'apprendre que Mayele est décédé. Il dit ceci. Peu importe, ce n'est pas important pour nous. L'essentiel, Kinshasa est tombé sans effusion sanguine. Allez-y comprendre. Je reprends le mot d'un ambassadeur qui dit que non, la mort de Mayele ne préoccupe pas cet ambassadeur, alors que lui-même reconnaît que Mayele avait l'habitude de prendre une tasse de café avec lui. C'est-à-dire la guerre du Congo. Et Bill Richardson lui-même l'a dit, lorsqu'il est allé rencontrer Mobutu, il dit à Mobutu ceci: je suis venu vous dire de quitter le pouvoir. C'est vrai que vous avez aidé l'Amérique, je crois que le moment est venu. Ceux qui ont préparé la guerre, qui ont armé les nègres de service qui sont les Tutsis, le Rwandais, du Rwanda et de l'Ouganda, ils se sont servis de Congo, des Congolais, en la personne, en l'espèce, celui que vous nommez Kabila, qui lui-même dit, lorsqu'il parle de son AFDEL, il dit c'était un conglomérat d'aventuriers, dont lui-même était le premier aventurier qui a en fait accompagné les autres. C'est-à-dire que cette guerre qu'on nous a imposée en 96 et 97, elle n'était pas nôtre. Nous n'avons pas fait de guerre, nous autres. À l'époque, nous étions à Kinshasa, il y avait encore des débats au HR Parlement de transition, il y avait encore des débats Kibasa, les Mandungu Boulagnati et les autres, tout le monde s'est demandé, et il y a des Mobutistes qui se demandaient est-ce que ces gens-là vont arriver à Kinshasa. Les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Il n'y a absolument rien. Je crois qu'il faut avoir le courage de regarder les choses et de dire telles que les choses se présentent. La guerre qui nous a été posée en 1997, elle ne fut pas nôtre, elle n'est pas nôtre parce que nous ne l'avons jamais voulu. D'ailleurs, nos militaires, c'est de Mobutu, ils ne se sont pas battus. Ils ont pris l'argent beaucoup. Numbi, qui est devenu général dans l'équipe, dans le gouvernement, ministre de l'Intérieur, il a pris ses gens beaucoup. Il a été envoyé à Kisangani, il a fui. Même Mbunza Mabe, le feu qui est mort. Les gens sont partis. Nous ne nous sommes pas battus contre les envahisseurs, à telle enseigne qu'ils ont marché jusqu'à Kinshasa sans qu'il y ait effusion sanguine. Donc, il n'y a pas eu guerre. Disons les choses telles qu'elles se sont. Non, même la guerre de comment vous appelez encore ça, du MLC, de Jean-Pierre Mbemba. Le MLC est une créature de Tutsi de l'Ouganda. Donc, c'est eux qui ont armé les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas des Congolais qui ont décidé de se regrouper et de faire la guerre. Ils avaient des parrains qui les poussaient vers la guerre. Donc, cette guerre n'était pas non plus nôtre. Je crois que le moment est arrivé pour que le Congolais tous se mettent debout en disant maintenant, on en a assez. Il faudra qu'on fasse notre guerre à nous. Parce que cette terre-là, elle nous appartient. Nous sommes dans cette logique-là. Je donne la parole. Nous y reviendrons en détail, M. Chiyoyo Moufonkol.
Une autre question qui me vient à l'esprit, encore dans la genèse de cette confusion confuse que nous vivons en République démocratique du Congo, est-ce que nous pouvons la mettre dans le compte de faux pas que vous avez créés, vous, M. Thioyo Moufankol, avec l'Union sacrée lors de la conférence nationale souveraine, puisque c'était le moment, c'était l'occasion de baliser et de commencer à nouveau et reconstruire ce pays. Est-ce que les erreurs que vous avez connues, vous avez commis sciemment avec à la tête de tout ce qui s'était passé là-bas, Monseigneur Laurent Mosengo, est-ce que ne peut pas tomber sur vos épaules? Je vais d'abord vous expliquer une chose. Au moment de la conférence nationale souveraine, si ma mémoire ne me trahit pas, j'ai entendu Kanga Bongo, un ancien de service de la sécurité du président Mobutu, faire une déclaration au micro de la conférence nationale en disant, c'est un aveu de reconnaissance, il disait, le rapport de force à l'intérieur du palais du peuple n'était pas le rapport de force en dehors du palais du peuple. C'est pour dire qu'à l'intérieur du rapport, du palais du peuple, à l'intérieur du bâtiment, les rapports de force étaient en notre faveur. La preuve, nous sommes parvenus à imposer Tshisekedi à faire élire Tshisekedi comme Premier ministre de la conférence nationale. Vous savez, lorsque Mobutu a fait venir cette pléthore des membres, des délégués qui venaient participer à la conférence nationale souveraine, ils étaient tous au début acquis à la cause du maréchal. Mais nous, cette jeunesse qu'on a appelée hier les jeunes turcs de l'opposition, nous, cette jeunesse, les premiers acquis, on a donné les qualificatifs des Tshisekédistes. Plus Tshisekédistes que nous, hier, il n'y en avait pas. Et il n'y en aura pas. Nous avons tout fait pour changer ce que nous avons appelé, j'ai dit nous avons changé ce que nous avons appelé, nous avons créé ce qu'on a appelé à l'intérieur du palais du peuple, la dynamique de Lassane. Et cette dynamique de Lassane avait pour mission de changer la dynamique, effectivement, de faire, d'évoluer les membres du impère, c'est-à-dire l'ensemble des délégués choisis par les impairs pour contrer les stratégies de l'union sacrée et la non-élection de Tshisekedi. Tous ces gens étaient devenus la preuve. Tshisekedi a été élu avec combien de voix? 72. Donc il y a eu une victoire à l'intérieur. Je veux qu'on fasse un distinguo, c'est-à-dire à l'intérieur, le rapport de force est à notre faveur. Mais à l'extérieur, le rapport n'est pas à notre faveur. Pourquoi? Parce que Mobutu continuait, l'armée était toujours au service de Mobutu. Donc on ne pouvait pas, c'est-à-dire à l'intérieur, si en fait la salle vibrait au rythme de force du changement, mais à l'extérieur, une fois que l'on sortait de cette salle, le rapport changeait. Comme nous n'avions pas une armée, comme nous ne sommes pas parvenus à drainer l'armée à l'extérieur, on pourrait aussi dire que notre révolution n'est pas, je ne sais pas si l'objectif était celle-là, parce que on ne peut pas parler en termes de révolution, parce que les aînés qui dirigeaient, comment je pourrais dire, ces grands événements ont accordé tous à Mobutu un mandat. Et en fait, ils se sont dit, bon, on les garde au pouvoir, même si on les vide, mais il reste président de la République. Ce sont les aînés qui portent la responsabilité de tout cela. Mais nous avons été marqués, poussés par un élan de changement, un élan révolutionnaire. On l'a montré, on a fait de Tshisekedi le Premier ministre ici de la conférence nationale souveraine. Au-delà de l'élection de Tshisekedi, il y a aussi un aspect important, je crois qu'il faut souligner, les travaux, les écrits, les résultats des travaux des différentes commissions
en dehors de commission de bien mal acquis et d'assassinat, ça je reconnais effectivement, il n'a pas été bien accompli. Je crois le reste, les autres commissions, mais je crois que ça ne sert plus à rien aujourd'hui à rassembler encore des Congolais. Tout a été dit sur tous les plans, sur le plan éducation, sur le plan scientifique, sur le plan militaire, sur le plan social, tout a été dit. Il y avait, disons, cette élite qui se réunit pour débattre des questions de l'avenir du Congo. Je ne vois pas en quoi on peut aussi aujourd'hui remettre en question les résultats de ces travaux. Il suffit tout simplement de mettre en place une structure politique capable et de reprendre, de relancer, de reprendre ce qui a été fait comme résultat pour continuer en fait bâtir le Congo. C'est vrai. Ça c'est le premier volet d'affirmation positive. Il y a un autre volet négatif. Le volet négatif, c'est quoi? Je crois que dans notre analyse, nous devons en assumer tous la responsabilité. Nous avons commis une erreur de faire de Mobutu, d'élever Mobutu au rang d'un adversaire politique. Je crois qu'avec le recul du temps aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, nous devons arriver à faire une lecture objective. En fait, qui était Mobutu? Mobutu est une créature de ses maîtres. Mobutu était un chien qui était dressé par ses maîtres pour garder la maison Congo, qui en fait jusqu'aujourd'hui, depuis 1885 jusqu'aujourd'hui où nous parlons, le Congo n'est toujours pas une propriété des Congolais. Le Congo est la propriété de ceux qui ont rassemblé les différents royaumes qui ont existé en 1885 sans le consentement de ce royaume-là pour bâtir ce qu'ils ont appelé un État indépendant du Congo. Même ce qui s'est passé en 1960, on parle d'indépendance. Mais indépendance, on dit ceci, l'indépendance a été octroyée au Congo. L'indépendance ne s'octroie pas. Lumumba dit, l'indépendance ne se donne pas, le pouvoir, comme l'indépendance et le pouvoir ne se donnent pas sur un plateau d'argent, il s'arrache. Il faudra que nous, les Congolais, nous puissions récupérer, nous réapproprier la souveraineté, les titres de propriété de notre terre. Nous ne l'avons pas fait jusqu'à aujourd'hui. Je reviens à ce que je disais, Mobutu était un chien qui a été dressé par ses maîtres. Nous, en l'élevant au rang de maître, nous avons commis une erreur d'analyse. Parce que Mobutu n'était pas un maître. Nous ne devions pas en faire un adversaire politique. Nous en avons fait un adversaire politique. L'erreur est là. Quand on fait de Mobutu un adversaire politique, on laisse les maîtres de Mobutu tranquilles. Monsieur... Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, allez-y. Vous avez épinglé un point très capital de parler que Mobutu n'était pas un adversaire politique. Et de là, il y a eu erreur systématique dans l'acheminement des activités politiques au pays. Est-ce que vous ne voyez pas que la même cause produisant les mêmes effets aujourd'hui... Vous avez totalement raison, allez-y. Et aujourd'hui, nous considérons encore, c'est-à-dire l'opposition continue à considérer Kabila comme adversaire politique, n'est-ce pas? Moi, je vous laisse à vous la responsabilité de nommer cette personne-là. Moi, je ne vais pas utiliser ces noms. Je ne vais pas non plus parler de lui, je ne vais pas lui donner cette importance-là. Je ne voudrais pas, en citant le nom, en lui donnant, en lui attribuant une importance qu'il n'a pas, qu'il ne faut pas qu'il puisse obtenir de notre part. Vous l'avez nommé parce qu'il s'agit de lui. C'est aussi une erreur que nous sommes en train de faire. Nous continuons, c'est-à-dire nous rééditons. C'est-à-dire nous ne sommes pas arrêtés pour voir d'où nous venons, qu'avons-nous fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, où nous allons. Nous rééditons la même faute. Nous rééditons la même bêtise. C'est-à-dire, on fausse les débats. Laurent Désiré Kabila, on en a fait aussi un adversaire. Alors que Kabila, c'était aussi un autre chien. Quelle est la stratégie du maître? Le maître dresse un chien
lorsqu'il constate que son chien est mourant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout complètement de nous. Parce que nous, en nous occupant de son chien, il nous ramène aussi au même rang que son chien. Parce que nous, au lieu de s'occuper de lui, le maître, on s'attaque à son chien. Donc nous sommes de la même nature. Il ne pouvait pas nous considérer. Quand il constate que Mobutu est malade, les chiens qu'il avait dressés, il est malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les liquide, il dresse ses notes en la personne de Kabila. Voilà un autre chien qu'on amène pour servir les intérêts du maître, garder le Congo pour ses maîtres. Mais lorsque ce chien devient enragé, tente de se rebeller, quand il a compris qu'il était trop tard, deux fois le chien devient intelligent. Ou soit il attrape une maladie. Que fait le maître? Il dit non. Le maître tue lui-même son propre chien. Il tue le chien, il le remplace par un autre. C'est lui qui est là. Faut-il continuer à refaire la même démarche? Faut-il continuer à reprendre le même sentier battu? Au lieu de s'arrêter de faire ce que l'actuel Premier ministre français Fillon dit, faire du retour d'expérience. C'est-à-dire nous rendre compte que ce que nous avons fait, l'expérience que nous avons fait jusque-là, est un échec. Et la première expérience est au niveau conceptionnel. Quand on considère Mobutu comme un adversaire, on l'élève au rang de maître alors qu'il n'était pas. Lorsqu'on considère Kabila, Laurent, comme un adversaire alors qu'il ne l'était pas, je parle, c'est-à-dire, j'utilise bien mes mots. Je parle des chiens. Le chien n'est pas un adversaire. C'est le maître qui dresse son chien. Quand il en a marre, il remplace les chiens par un autre. C'est ce qui se passe actuellement. Nous avons un chien qui reçoit des miettes. Mobutu en a reçu. Qu'est-ce que le maître en a fait? Lorsqu'il a trouvé qu'il était malade, il lui a tout arraché. Comment quelqu'un pouvait comprendre que lui qui était passé pour un millionnaire, avec tout ce qu'il avait, milliardaire, avec tout ce qu'il avait comme argent, puisse finir sa vie comme il a fini au Maroc? Les chiens ne comprennent jamais. Il y a eu un autre chien qui a été tué, c'est lui qui est là. Même si on lui donne tout ce qu'on est en train... En fait, qu'est-ce qu'on lui donne? Des miettes qu'il tombe, qu'il le reçoit. Lui, c'est un chien, comme le Rwandais, comme les Ougandais, ce sont des chiens aussi. Parce que c'est eux qui acceptent de faire le sale boulot à la place de ceux qui les arment, à la place de ceux qui mettent à leur disposition de moyens financiers pour tuer des Congolais, pour imposer aux Congolais une direction. Cette méthode n'a pas changé. C'est la même méthode que les colonialistes ont toujours utilisée. À l'époque, pour dominer les autochtones, on allait chercher des nègres de Bénin, on allait chercher des nègres du Sénégal pour les amener au Congo, pour qu'eux soient l'intermédiaire entre la médiation entre les autochtones et le colonisateur. Il n'a pas changé, il est resté le même dans sa stratégie. Aujourd'hui, il va chercher qui? Les Tutsis du Rwanda, il va chercher qui? Les Tutsis de l'Ouganda, qu'ils arment comme une médiation entre les autochtones que nous sommes les Congolais, même si nous n'avons pas de dents, nous n'avons rien fait contre eux, mais ils nous opposent à ceux qui portent la même couleur de peau que nous, qui prétendent être des frères africains, que Bill Clinton a présenté à un moment donné comme étant le nouveau panafricanisme, non à l'africain, mais le nouveau panafricanisme selon Clinton, selon les démocrates, selon les États-Unis d'Amérique. On revient aujourd'hui à la case départ. J'ai dit, nous, on a affaire à des chiens. Si on continue à s'attaquer aux chiens, nous ne sortirons pas de la situation dans laquelle nous sommes. Alors il faudra changer. Il faudra adopter une autre méthode. Il faudra nous lever comme un seul homme et dire assez. Maintenant, nous devons mourir pour notre terre. Maintenant, nous devons payer le vrai prix. Auditeur, le vrai prix, c'est celui de notre sang. On ne nous donnera pas le Congo
si nous n'acceptons pas de verser notre sang. La démocratie est un piège dans lequel nous sommes tombés. Chère auditrice, nous disons que vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise. Nous continuons notre émission avec Monsieur Chioyo Moufankol. Monsieur Chioyo, vous avez entamé une piste de discussion sur les élections, mais en attendant, je voudrais un peu dire ceci. Croyez-vous que les cris d'indignation, les grands cris d'indignation patriotique lancés par les intellectuels congolais suffisent pour récupérer ce pays de main de ces grands bandits de chemin qui sont en train d'armer les Congolais, les nègres, pour que le Congo soit assiégé? Je ne le pense pas. C'est la raison pour laquelle nous autres, nous avons évolué vers la violence. Parce que Nelson Mandela, bien qu'il ne soit pas une référence pour moi en politique, écrit dans Un long chemin vers la démocratie, il dit « N'oublie pas que c'est l'adversaire qui détermine la nature du combat. » L'adversaire nous a arraché la souveraineté nationale et il nous impose sa présence par la violence. Sur tout le plan. Au niveau média, notre présence, c'est qui dirige le Congo, depuis toujours, 32 ans de dictature, c'est passé sous la violence. Et aujourd'hui, l'arrivée de Kabila, après le départ de Mobutu, tout le monde s'était dit, nous allons finalement bâtir un État de droit. Ce sont encore des termes que nous répétons, de droit, de souveraineté, de démocratie. Mais à notre grande surprise, ceux qui nous vendent les élections aujourd'hui, ceux qui nous vendent la démocratie aujourd'hui, sont les mêmes qui ont armé les Tutsis du Rwanda et de l'Ouganda pour nous imposer un régime. Il n'était même plus question de démocratie. Il n'était pas question de droit. Il n'était pas question de souveraineté. Il n'était pas question d'élection. On chasse Mobutu. On a imposé Mobutu par l'assassinat de Lumumba, par la force. On impose Kabila, Laurent, pas lui, le Rwanda et l'Ouganda aux Congolais, par la force. On nous impose ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, par l'assassinat de celui qui était là. Tout concocté par la force. Et vous allez continuer à chanter la non-violence. Non, Monsieur Chioyo, faisons un peu la part des choses, puisque s'il faut administrer un bon traitement, il faudrait d'abord avoir un bon diagnostic. Quelle est la responsabilité de l'intellectuel ou de l'intelligentsia congolaise dans Mon cher ami, lorsque l'intellectuel congolais, je vois sur votre site des photos des responsables politiques de la structure organique de l'UDPS. Dans une réunion, ils sont fiers, sourire aux dents, dans une réunion de ce qu'on appelle, comment vous appelez ça encore, socialisme international, la communauté des socialistes internationaux. Le même socialiste, quand ils sont au pouvoir, François Mitterrand était socialiste, quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces Congos? Lorsque l'intellectuel congolais ne comprend pas, lui-même va vendre son pays, est-ce que tu penses que les autres puissent considérer de nous? La responsabilité est là. La responsabilité est celle de l'élite intellectuelle congolaise. On est content de se retrouver dans des associations à caractère international, les libéraux, les sociaux-démocrates, ceci, et dirigés par qui? Par le même qui applique la politique néocoloniale avec notre propre complicité. Vous voulez que je puisse applaudir? Le premier responsable de nos malheurs, c'est en fait l'élite intellectuelle. Et qu'est-ce qu'elle fait quand ça ne marche pas? Au lieu de libérer le peuple, cette élite demande au peuple de la libérer. On dit non, c'est le peuple qui décidera. Non,
à la question que vous avez posée, la responsabilité incombe à ceux qui ont des diplômes, à ceux qui se targuent d'avoir été sur le banc de l'école. Il y a un sociologue, je ne me rappelle plus de nom, français ou suisse, qui dit « Lorsqu'une élite qui est au pouvoir n'est pas à mesure de faire vivre son peuple, une autre élite vient la chasser et prendre sa place. Celle qui est là, celle de toujours, est incapable. Je crois qu'il faut inventer. Il faut inventer un nouveau leadership. Il faut qu'on se dise des vérités. Dans la langue de ma mère en Tchoulouba, on dit donc, disons-nous des vérités sans pour autant détruire la fraternité. Je crois que le moment est venu de nous affronter en nous regardant droit dans les yeux et en nous disant ce que nous pensons réellement. La responsabilité, c'est sur votre site. Je prends seulement l'exemple de votre site. On se targue d'avoir des relations avec qui? Avec les sociaux-démocrates. Mais qui sont les sociaux-démocrates? J'ai donné un exemple. Assez. Mitterrand, 14 ans au pouvoir, soutien de Mobutu. On ne parle pas de la social-démocratie, de ses valeurs. Et qui nous impose cette social-démocratie? Ce n'est pas notre élite. Arrêtons dit. Nous nous disons les revenus d'écrire notre propre histoire. Lumumba a dit, il arrivera un moment où l'histoire du Congo ne sera plus écrite à New York, à Paris, je ne sais plus où, mais au Congo, par des Congolais. Que des Congolais se transforment en acteurs-auteurs, qu'ils écrivent leurs pièces, qu'ils la jouent, au lieu de continuer à soutenir des gens pour qui les autres écrivent des pièces et les choisissent comme des acteurs personnages. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La responsabilité, la première, incombe à cette élite-là. Je vous remets la parole, je répondrai à vos questions, monsieur. Merci. Ok, monsieur Thioyo, merci. Nous allons évoluer d'abord dans l'actualité, puisque nous tendons vers les élections. Mais avant cela, vous avez dit dans votre introduction que Tshisekidiste, plus Tshisekidiste que vous, n'a jamais existé, parce que vous étiez le premier Tshisekidiste. Voilà que Tshisekedi a été impliqué du début à la fin de la tractation de 1+4 pour leur départ, pour les élections, pour tout ce que nous avons connu. Et récemment, vous avez bien suivi l'interview à M. Etienne Tshisekedi. Et vous avez suivi la forme et le contenu de cette interview. Qu'en dites-vous? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de parler. Vous savez, voilà maintenant, nous sommes en train de perdre notre temps. Pas nous qui faisons cette émission, mais les Congolais dans son ensemble. Ceux qui ont l'habitude, ceux qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous distraire, nous jettent un os. Et cet os, c'est quoi? Les élections. Non, parlons un peu de Tshisekedi avec son... Je vais y arriver. C'est ça mon introduction. Les élections. Aujourd'hui, tout le monde m'en parle. Alors qu'il y a un Camerounais qui a écrit un livre, Onana, et qui circule dans le monde entier pour démontrer comment le titre de son livre, c'est Tuer Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Lui, il dit qu'il y a une tragédie au Congo. Mais nous, les Congolais, on fait semblant comme si nous ne vivons pas cette tragédie. C'est là où j'interviens en disant, je doute fort que M. Tshisekedi, le vieux, comme moi j'ai l'habitude de l'appeler, celui que moi j'ai connu, celui que j'ai entendu, celui pour lequel on a sacrifié notre jeunesse. Vous savez ce que nous avons fait? Aujourd'hui, tout le monde a le courage de parler de l'IDPS. Vous savez ce que nous avons fait pour cette élite, pour l'IDPS? Vous savez ce que nous avons fait? Les sacrifices que nous avons connus. À l'époque où nous parlions de l'IDPS, nous l'avions installé. J'étais cadre des banques, j'étais cadre dans une banque, la Greenless Bank. Nous avons utilisé nos propres moyens. Et aujourd'hui, tout le monde vient, l'IDPS, l'IDPS, l'IDPS. Qu'est-ce que les gens en savent?
Ce que je veux dire, je doute fort que le vieux, celui-là même, à la conférence nationale souveraine, lorsque Monseigneur Monsongo lui pose la question de dévoiler au peuple congolais le programme sur lequel il va tabler la transition après son élection à la conférence nationale. Il était debout. J'ai encore devant moi son image. Il dit, il cite un seul mot, changement. Et tout le monde applaudit. Dans notre entendement, tel que nous les connaissons, tel qu'on connaît cet homme-là qu'on appelle Tshisekedi, les changements n'étaient pas les changements d'individus. C'était les changements de mentalité. Tshisekedi ne s'est jamais battu. J'ai le courage de l'affirmer pour le pouvoir. Sinon, il aurait été au pouvoir depuis très longtemps. Je l'ai vu encore une fois, chassé de la primature, assis sur un par terre, entouré. Je vois encore quand on va à la primature lui parler que Mobutu a fait sortir le billet de 5 millions, les 5 000 Mokomboso à l'époque. 50. J'étais président de la société civile. Qu'est-ce qu'on va faire? À la surprise générale, il démonétise tout en sachant que les rapports de force, il ne contrôlait pas l'armée. Il ose affronter les généraux qui étaient là. Cet homme-là, Tshisekedi, a sacrifié, il est resté à Kinshasa avec nous. Ses enfants n'étaient pas à Kinshasa, étaient en Europe. Il a vu ces enfants-là, il ne les même pas vu grandir. Très loin. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, cet homme-là va dire tout a changé, il faut aller aux élections. S'il a dit ça, nous, on se lève, on prend la parole, on dit vous n'avez pas le monopole de la vérité. Non. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'une aile de l'IDPS recourt au pouvoir pour chasser une autre aile de l'IDPS qui, en fait, était en train d'organiser son congrès aux eaux et que cette aile-là de l'IDPS qui organise son congrès aux eaux recourt à l'argent du pouvoir en place. C'est ça qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Que les gens aujourd'hui sont prêts à mourir, qu'on nous dise combien sont prêts à mourir pour que Tshisekedi accède au pouvoir. Vous savez, à l'époque, lorsque Mobutu arrêtait Tshisekedi et le renvoyait à Kabila Kamwanga, qu'on nous dise combien sont descendus dans la rue pour que Tshisekedi ne parte pas à Kabila Kamwanga ou pour qu'on les libère. Vous savez ce que nous avons fait? Nous avons brûlé des pneus. Nous avons circulé avec nos véhicules. La deuxième fois, lorsqu'il a été arrêté par celui qui est à la tête des conglomérats d'aventuriers. Combien étaient aujourd'hui, dites-moi, combien de Congolais sont prêts pour que Tshisekedi accède au pouvoir? Non, mais qu'est-ce qui a changé? Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut détruire la lutte que nous avons tous menée. Au nom de notre conviction, nous avons été jeunes, nous le sommes, nous croyons. Si on est fatigué, alors qu'on nous laisse reprendre, continuer ces combats. Le combat que Tshisekedi a toujours mené est celui de l'émancipation d'un peuple, pas des conquêtes de pouvoir. Aller aux élections, dans quelles conditions? Lui, Michel, devrait se réjouir lorsqu'il a entendu Tshisekedi à la radio au Capi dire « Je vais aux élections ». Qu'est-ce que lui, Michel, n'a pas dit avant les élections de 1996? Ceux qui ne veulent pas les élections, on s'en fout d'eux. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Non. Vous allez opposer Tshisekedi contre à qui aux élections? Nous, à l'époque, nous en avons fait les chefs de file de l'opposition. Lorsque Mobutu ne voulait pas, lorsque Mobutu s'est distingué de la mêlée, on n'en a pas fait le président de l'Union sacrée. On en a fait le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites? Vous faites de lui
vous les mettez dans la mêlée. Vous l'avez amené à Sand City, s'asseoir à côté des enfants d'eux, signer des accords pour transmettre le pouvoir aux tous qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quelle responsabilité dans l'histoire, quelle insulte à son passé et à son combat. J'ai une autre lecture, pour ceux qui ne le savent pas peut-être. Peut-être que c'est une utopie où je rêve. Si c'est Tshisekedi qui a tenu cette conférence et qu'il a dit que nous irons aux élections, je crois qu'il fait comme son ami Mobutu. C'est-à-dire, il se lave la main. Mobutu avait dit, après moi c'est le déluge. Il ne s'est pas moqué de notre peuple, mais il s'est moqué des hommes politiques, des mobutistes qu'il a appelés dans son entourage. Parce qu'il savait qu'après lui, les connaissant, personne d'entre eux n'allait accéder au pouvoir. Où sont-ils aujourd'hui? Garçons de course, collabos, en train de faire des cris ailleurs. Personne d'entre eux n'est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, quand je regarde l'IDPS, je vais l'affirmer, il n'y a personne qui est capable de se faire élire au Congo et à Kinshasa sans faire référence au nom de Tshisekedi. Qui? Il y a des gens, je ne sais pas qui, il y a des gens à qui on a confié de hautes responsabilités au sein de l'IDPS, qui au lieu d'apporter les régions auxquelles ils appartiennent à l'IDPS comme base, ils veulent aller se faire élire où? En Mbujimaï, dans le fief de Tshisekedi. Qui? C'est ça? C'est ça? Non. Nous disons la nature de combat de Tshisekedi est celle de Gandhi. Et celle que Gandhi a menée. Et celle que Martin Luther King a menée. Comparaison n'est pas raison. Certes. Mais j'ai dit, c'est la nature de son combat. Et ce genre de combat se solde toujours par la mort de celui qui l'a mené. Gandhi est mort assassiné. Je suis en train de lire un livre intéressant écrit par Jacques Attali sur la biographie de Gandhi. Dans ce livre, Attali dit ceci, que Gandhi aurait souhaité sa mort pour que son sang versé recrée l'homme indien. Le même Indien aujourd'hui qui à Londres domine les capitales londoniennes, les capitales britanniques anglo-saxons. Martin Luther King a été assassiné. Steve Biko en Afrique du Sud a été assassiné. Je ne souhaite pas la mort de Tshisekedi, mais ce genre de combat qu'il a mené se solde toujours par la mort d'un leader. Le Congolais, notre jeunesse, a besoin de martyrs pour nourrir son combat, pour que cette jeunesse-là soit instruite, pour que cette jeunesse-là se dise, n'apprenne pas seulement de De Gaulle, de George Washington, mais que dans notre histoire, qu'il y ait de Lumumba, qu'il y ait de Tshisekedi, c'est l'essence de combat que Tshisekedi peut donner au peuple et à la jeunesse qui a cru en lui. Mais nous dire aller aux élections, c'est une soumission. Une soumission à qui? Au maître d'hier qui se moque de nous. Une soumission qui organise les élections? Dites-moi, est-ce que c'est l'IDPS qui organise les élections? Est-ce que c'est Tshisekedi qui organise les élections? Ou c'est Inel de l'IDPS qui organise les élections? Vous croyez que ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, entre guillemets, perchés au pouvoir, c'est eux qui organisent les élections? Mais non, détrompons-nous. Ceux qui organisent les élections, ce sont le maître qui dirige le monde, qui, eux, ont placé les leurs à la tête du pays. Ils font sortir leur argent, pas pour que Tshisekedi et l'IDPS gagnent une majorité au Parlement. Là aussi, disons-nous des choses. Tshisekedi le sait, et ceux qui sont dans son entourage le savent. Aucun parti politique, populaire qu'il soit, dans l'histoire du Congo, ne peut à lui seul gagner une majorité dans des élections libres et transparentes. Les mouvements nationaux congolais de Lumumba étaient obligés de composer. Comment peut-on aller aux élections quand on ne s'est pas assuré de tout ça? De quelles élections veut-on parler? Je parle de mon pays avec passion. J'aime ce pays. J'ai sacrifié ma jeunesse.
J'y ai sacrifié l'avenir de mes enfants. Je vis en exil. Alors, Oui, n'allez pas hypothéquer. Si vous hypothéquez les genres de combats que nous avons menés, alors entre nous, nous allons nous affronter. Les Hamas et les Fatah s'affrontent. Les Hezbollah et les autres, les chrétiens libanais, ils s'affrontent. Les talibans et celui qui est à la tête du pays en Afghanistan, ils s'affrontent. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis où toi tu es? Le Nord et le Sud, les Américains se sont affrontés. Abraham Lincoln a dit, si nous devons détruire l'Amérique, la responsabilité de la destruction de l'Amérique doit reposer entre nos mains. Je crois que le moment est venu pour notre terre. Nous devons léguer une responsabilité. C'est ce que nous avons appris de Tshisekedi. Pas nous dire, allez aux élections. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, monsieur... Attends, Tshisekedi va affronter qui aux élections? Celui que vous appelez Joseph Kabila? Quel honneur vous allez faire à ces garçons? Quel honneur! Quel honneur! Qu'est-ce qu'il a mérité? Entre nous, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà fait à soi, il porte la responsabilité d'avoir signé les 1+4, l'IDPS. Vous devrez vous expliquer aussi de ça. Ne nous prenez pas tous pour les cons. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre les armes. Alors lorsque Tshisekedi prendra une position qui n'est pas celle que nous avons apprise de lui, nous parlerons comme je parle aujourd'hui. Merci. Monsieur Chioyo, il y a beaucoup de gens qui disent que Tshisekedi est au soir de sa vie, qu'il faudrait quelqu'un qui pourrait maintenant jouer le rôle qu'il a joué pendant longtemps. Et ici, nous voyons un de ses fils qui est très actif dans la politique et qui est au four et au moulin, qui cherche à ce que les histoires changent aussi à l'UDPS. Le voyez-vous dauphin de son père? Je vais être franc. Tshisekedi n'a été fabriqué par personne. Personne. Le jour où il s'est mis debout pour affronter Mobutu, personne ne l'a envoyé. Ni son père. Personne. Je suis un Africain. Dans notre culture, qu'est-ce qui se passe? Dans l'ancien temps, lorsque le moment arrive des passations de flambeaux, on désigne toujours un enfant qui s'est démarqué de la vie des aînés, qui a posé des actes, à qui on transmet ce que les Blancs ont appelé la sorcellerie, alors que c'était le vrai pouvoir. Et on lui dit, voici ce que moi j'ai appris. Et toi, tu es appelé à garder le village, parce qu'il a prouvé de quoi il est capable. Le flambeau ne se passe pas par naissance, mais par mérite. Si aujourd'hui, à l'IDPS, personne ne s'est démarqué, ce n'est pas la faute à Tshisekedi. Tshisekedi ne doit pas désigner un dauphin. Il ne désignera jamais un dauphin. On le connaît. Le pouvoir, c'est mérite. Parce que lui, il est sorti, c'est pas ses études qu'il a, il a affronté Mobutu, il a osé. Si personne aujourd'hui ne se dégage, s'il y a plusieurs ailes, Zaïko, Wawawa, Zaïko, ceci, au sein de l'UDPS, c'est pas la faute à Tshisekedi. Si personne ne s'est dégagé pour affronter Tshisekedi et mériter. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question-là. Je crois que vous m'avez compris. Ok. Monsieur Chioyo, puisque le temps sur notre radio nous est compté, alors je voudrais vous donner 2 minutes pour essayer un peu de faire passer un message à nos auditeurs et au peuple congolais, s'il vous plaît. Le message est celui-ci. Il se résume en un seul mot. Ce n'est pas changement. Téléma congolais. Place aux alliés. Tala la gauche, la droite. Yebso ya fandi pembeni na yo. Kofanda ya bisusute. Téléma. Soki batu ba telemi, ba lukara place ni bazokende. Joukaï.
Téléma, Botelema, mettez-vous debout. Ce n'est pas en chantant debout congolais, debout. Le temps est venu que nous puissions écrire notre histoire. Les autres écrivent. L'environnement international change. Le monde redevient multipolaire. Les puissances d'hier, ils l'ont compris, se repositionnent aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'ils se servent de nous, des nègres, comme ils se sont servis de nos parents, comme ils les ont vendus. Nos frères américains, nos frères africains qui nous vendent, qui nous tuent, les Rwandais, les Ougandais, comprennent une chose, que le moment est venu. Nous devons accepter de payer le vrai prix, de mourir pour la cause de notre terre. Que les enfants qui élèvent, que les parents qui élèvent leurs enfants apprennent désormais à leurs enfants l'importance de sa terre, de mourir pour sa terre natale, celle de ses alliés. C'est une réconciliation. Si nous versons notre sang, nous allons nous réconcilier avec les esprits de nos ancêtres. Parce que les ancêtres nous regardent en nous disant, tiens, vous vous êtes fait désapproprier votre souveraineté, votre terre. Comment les récupérer? On les récupère, on est toujours en contact avec le sang, la terre. J'ai dit aux Congolais, debout. Nous avons décidé de prendre les armes. C'est le seul langage que le vrai maître comprend. Et le vrai maître, vous le connaissez, c'est celui qui dresse ses chiens. Les Rwandais, ce ne sont pas des maîtres. Les Ougandais ne sont pas des maîtres. Les vrais maîtres comprennent maintenant que nous avons compris le jeu. Mais pour qu'ils ne jouent plus avec nous, il faut qu'ils apprennent que les Congolais maintenant acceptent de payer de leur vie. Ils ne reviendront plus. Il faudra qu'il n'y ait pas seulement, je dis ceci, que l'esprit Maï-Maï soit un esprit à partir duquel nous allons refonder le nouveau Congo. C'est-à-dire l'esprit de sacrifice, qu'il y ait des Maï-Maï partout, pas seulement au Kivu, au Kasaï, à Kinshasa, au Katanga, partout. Mettez-vous debout, debout Congolais. C'est ça le fond de mon message. C'est ça le fond de message du Rassemblement pour l'alternative politique, le RAP. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chioyo Moufankol. Merci pour le temps que vous avez voulu passer sur la voie de la démocratie congolaise. Et nous disons aussi merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis et nous croyons vous retrouver très prochainement. Au micro, c'était Don Kayembe depuis Niaké, 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 Don Kayembe.